Midi choc, 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 choc. Choc. avec Anne Lonto, Avec Anne Lonto. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous accueillons Monsieur Kevin Gaudreault, docteur en psychologie de l'Université de Québec à Trois-Rivières, afin de discuter autour du thème de la nostalgie. Selon le trésor de la langue française, la nostalgie ou le mal du retour, venant du grec nostos voulant dire retour avec le suffixe algie signifiant douleur, est un état de tristesse causé par l'éloignement du pays natal, le désir d'un retour dans le passé, le regret mélancolique d'une chose, d'un état, d'une existence que l'on n'a pas eu ou pas connu, ou un état de mélancolie, de tristesse sans cause précise. Monsieur Kevin Gaudreault, vous êtes docteur en psychologie de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Cette définition est-elle d'actualité? Et sinon, qu'est-ce que la nostalgie pour vous? Bonjour, merci. Merci de me permettre cette intervention à propos de la nostalgie. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Salutations aux auditeurs à Toronto. Donc, premièrement, la nostalgie est quelque chose d'universel. Donc, c'est quelque chose qui est vécu par tout le monde, autant hommes que femmes, toute culture, continent, tous les âges, 2-3 fois par semaine, en général, pour 80% des gens. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être quotidien, comme émotion complexe. Parce que la nostalgie, comme on va voir un peu plus tard, c'est une émotion complexe qui la différencie d'une émotion simple, comme par exemple la joie ou la tristesse, qui, elles, sont les émotions simples. La nostalgie, elle est vécue fréquemment, en général, selon les statistiques, mais ce qui fait qu'elle est complexe, c'est que ça va être un mélange de plusieurs émotions en même temps qui vont accompagner la nostalgie et qui vont varier également d'un souvenir à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc, c'est très complexe. Alors, j'aime bien pouvoir présenter la nostalgie comme étant quelque chose de normal avant tout. Lorsqu'on met la table sur le sujet, un des éléments à tenir compte au début, c'est que la nostalgie en partant, pour certaines personnes, ça peut être synonyme de régression ou de retourner dans le passé, avoir une difficulté à aller de l'avant. Parfois, c'est une impression qu'on peut avoir de ce terme-là, mais c'est bien de pouvoir présenter la nostalgie aussi comme une ressource, et on pourra en reparler un peu plus tard, et comme ça, on normalise en partant la nostalgie, qui est plutôt une émotion normale. D'accord. Et donc, dans cette définition, nous avons évoqué environ 3 ou 4 différentes émotions. Et donc, est-ce que la nostalgie comprend tous ces 4 différents états? Oui, il y a différentes distinctions de définition, tout dépendant si on va parler de la nostalgie ou du mal du pays. Parce qu'au début, on va resituer dans le temps l'historique de la nostalgie. Au début, ça a été nommé nostalgie dans les années 1688 par un médecin nommé Hofer en Suisse. Et au début, la nostalgie était confondue avec le mal du pays, qui était souvent lié à des symptômes de mercenaires suisses, des militaires qui sortaient de leur milieu et qui allaient dans d'autres régions, qui développaient des symptômes désagréables, par exemple de la fièvre, des nausées, de l'anxiété, de la nervosité et tout ça. Et au début, on croyait que nostalgie était également mal du pays, que c'était des synonymes. Les termes n'étaient pas encore différenciés. Donc, au début, la nostalgie était vue comme quelque chose de pathologique. C'était un terme lié à une maladie, même on pourrait dire, ou un désordre mental. Donc, c'était vu de cette manière-là. Ensuite, au fil des années, il y a différentes définitions qui se sont ajoutées, ou bien d'autres perspectives, ou d'autres manières de la voir, et qui ont amené une différenciation entre nostalgie et mal du pays, dans le sens où on a réalisé que il y a des personnes que lorsque
On pouvait, par exemple, là, les militaires qui souffraient de mal du pays, on pouvait leur dire, vous allez retourner chez vous prochainement, ou vous allez pouvoir parler à vos proches. À ces moments-là, les personnes n'avaient plus les symptômes liés au mal du pays. Donc là, on a vraiment remarqué que c'était vraiment ça, le mal du pays, mais c'était possible d'avoir quand même un sentiment nostalgique dans d'autres sphères de vie qui ne sont pas liées à l'éloignement du pays natal, mais qu'au fil des années, on a réalisé que c'est possible d'avoir un sentiment de manque envers d'autres objets, d'autres situations que ce qui était décrit dans le mal du pays. Donc, la nostalgie, c'est différencié pour différentes sphères, c'est beaucoup plus large comme sentiment, et souvent la nostalgie, plutôt qu'être régressive comme le mal du pays, va souvent être associée à des effets bénéfiques. La nostalgie est davantage reliée à des éléments qui peuvent servir de ressources face à l'adversité. Donc, si vous voyez dans les différentes définitions que vous avez dans les dictionnaires ou dans les recherches, dont moi, par exemple, lorsque j'ai fait mes recherches sur la nostalgie dans mes études, dans le temps où j'étais étudiant, le terme utilisé, j'avais utilisé une définition qui était la plus générale dans le sens où elle était neutre, où je ne plaçais pas la nostalgie comme quelque chose de régressif et non plus vers quelque chose de favorable, mais plutôt neutre dans le sens où on parle un désir sentimental pour une période du passé. Donc, de cette manière-là, on reste fidèle à ce que c'est la nostalgie, mais en même temps, on va pas dire, on va pas se placer ou se situer sur si c'est bénéfique ou nuisible. Ça, on verra au cas par cas, d'un souvenir à l'autre, l'effet que la nostalgie pourra avoir. Mais, pour résumer, si on différencie les définitions des dictionnaires, il faut vraiment regarder, est-ce qu'il spécifie que cette définition-là, c'est la nostalgie ou est-ce que c'est le mal du pays? Parce que c'est vraiment pas la même chose. On en est arrivé avec les siècles de recherche à ce sujet-là que la nostalgie peut avoir plus d'aspects bénéfiques reliés au souvenir, alors que le mal du pays, lui, c'est une définition davantage liée à la pathologie. Comme vous avez pu le nommer au début dans l'introduction, on voyait qu'il y avait certains termes qui étaient liés plus à la régression, surtout liés à homesickness ou mal du pays, qui sont les traductions là, anglais-français. Donc, de bien regarder ça. Lorsqu'on va regarder une définition, de bien distinguer ou reconnaître si on parle de mal du pays ou de nostalgie. Et donc, pourrait-on dire que la nostalgie, la définition de la nostalgie a évolué d'un lieu physique à un lieu temporel? C'est-à-dire que, par exemple, c'est possible que la nostalgie soit vécue pour un lieu, c'est-à-dire que le lieu, la nostalgie peut être vécue pour un lieu autant que le mal du pays. Donc, ils ont ça en commun. Ça peut être possible tous les deux. Par exemple, une personne qui est nostalgique de certaines personnes ou certaines activités ou certains lieux où est-ce qu'elle a vécu des souvenirs avec une personne. Donc, ça, c'est possible dans ce cas-là. Toutefois, le mal du pays, lui, va être davantage relié à l'éloignement avant tout. Donc, ce n'est pas complètement la nostalgie séparée du lieu physique. Ça peut également être le cas de la nostalgie. Donc, ça peut exister aussi, mais ça va être prédominant dans le mal du pays. La prédominance va être à l'aspect éloignement du lieu natal, même si elle peut impliquer aussi, comme la nostalgie, d'autres objets de l'éloignement. Mais c'est une emphase sur l'éloignement du pays natal ou la région natale qui va créer des symptômes désagréables. Mais la nostalgie, elle, vous voyez que elle ne va pas se limiter à ça, elle va être beaucoup plus générale. Donc, c'est un élément à tenir compte. Donc aussi l'éloignement temporel, peut-être d'une époque? Oui, bien sûr, parce que c'est tout le temps. C'est tout le temps ça. La nostalgie, c'est tout le temps lié à un éloignement lié au temps. Ça, c'est un des éléments importants qui différencie le mal du pays de la nostalgie. C'est une des trois, il y a au moins trois différences, mais ça, c'en est une qui est importante. La nostalgie, c'est tout le temps temporel, c'est tout le temps lié à une époque. Le manque et le désir qui vont ensemble
face à une époque du temps, donc temporelle. Et l'aspect mal du pays, oui, ça peut être temporel, mais avant tout, éloignement, distanciation avec soit la famille, le pays natal ou des lieux de naissance. Donc, c'est différent. L'aspect temporel, oui, bien sûr, ça va ensemble parce que on avance toujours, mais ce n'est pas ce qui est prédominant comparativement à la nostalgie qui elle est plus liée les aspects temporels et non uniquement à la distanciation d'un objet. Et donc, dans quelle mesure y a-t-il une corrélation entre le vieillissement, donc l'âge d'une personne, et l'ampleur du ressenti de la nostalgie? Parce que vous êtes concentré surtout sur les aînés, mais des enfants peuvent-ils aussi être nostalgiques? Bien sûr, à toutes les époques. Ça a été une des raisons pourquoi, parce que je fais beaucoup les recherches que j'ai faites, je les fais sur toutes les tranches d'âge, mais mon sujet lorsque j'ai fait mes études était spécialisé sur les personnes âgées pour différentes raisons, dans le sens où est-ce qu'il y avait peu de recherches au Québec par rapport aux personnes âgées et la nostalgie. Donc, ça a été un des critères d'originalité et également le fait que ces personnes-là ont davantage de bagages d'expérience de vie au fil des années, bien sûr, et que on peut aller chercher beaucoup d'éléments du récit de vie d'une personne 60 ans et plus, 65 ans et plus. Donc, j'avais rencontré des personnes âgées, mais oui, bien sûr, enfant, c'est possible. C'est sûr que c'est moins fréquent. Ça se peut qu'on ait ce sentiment-là. Autant dans toutes les tranches d'âge, comme je vous avais dit également tantôt. C'est possible aussi. Toutefois, on reconnaît qu'à partir de la cinquantaine environ, 50 ans, 55, 60, on a davantage de moments propices à la nostalgie dans la vie, puisqu'on passe différentes transitions, des moments de transition, comme les phases naturelles de vieillissement, bien sûr, la vieillesse, mais également les événements de vie comme la retraite, des changements d'emploi, des deuils, des décès, des changements liés à la santé physique également, des limitations, des maladies qui peuvent arriver avec la vieillesse également. Donc, il y a différents éléments qui font que la personne a plus de points de repère également avec son histoire de vie qui peuvent l'amener à être nostalgique, mais elle peut aussi vivre différents deuils ou défis d'adversité liés à l'adaptation au travers des époques avec les années. Donc, à partir de la cinquantaine, habituellement, les gens deviennent plus nostalgiques que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et donc, la distance temporelle entre une époque passée et le présent dilue-t-elle le sentiment de nostalgie ou la renforce-t-elle? Je suis pas sûr de bien comprendre dans quelle avenue vous voulez dire. Ça pourrait aller dans différents sens, là. Pouvez-vous préciser dans quel sens vous voulez dire? Donc, la distance temporelle, disons, Oui. une personne très âgée Oui. qui se remémore d'un certain temps très loin au passé, Oui. comparé à, disons, il y a une semaine, un événement qui a eu lieu Oui. il y a une semaine. Oui, parce que il y a une semaine, habituellement, c'est trop court dans le temps pour que ça ait un effet vraiment lié à la nostalgie. La nostalgie, souvent, ça va se référer à au moins une année, quelques mois. Donc, on va retourner dans le temps davantage pour qu'on puisse considérer ça nostalgie comparativement à un souvenir ordinaire. Donc, c'est important de différencier le souvenir ordinaire, qui peut être autant agréable ou désagréable, d'un souvenir nostalgique qui, lui, souvent, est davantage lié, oui, peut être autant bénéfique ou nuisible selon ce qu'il va contenir comme émotion, mais c'est différent dans le sens où est-ce qu'il y a également une impression de désir et de manque. Il y a ce souvenir-là. Donc, c'est des éléments là à tenir compte pour répondre à votre questionnement. Mais c'est important de bien différencier. Ça arrive souvent que des gens vont me demander c'est quoi la différence entre est-ce que parce que j'ai un bon souvenir, je suis nostalgique automatiquement? Non. C'est possible que ce soit simplement un bon souvenir. Et ça dépend de combien de temps également que le souvenir dont il est question date. Donc, si c'est il y a une semaine ou 2 semaines, très peu probable que ce soit de la nostalgie ou un effet bénéfique de nostalgie, mais ça se peut qu'elle soit vécue quand même à court terme ou qu'elle soit même vue
pour le futur. Donc, c'est également possible que la nostalgie, je vais dans une autre voie qui existe, la nostalgie, c'est possible de se projeter et de vivre une nostalgie anticipatoire. Ça veut dire de redouter la perte d'un objet ou de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Donc, ça existe aussi, ce type de nostalgie-là. Et là, vous voyez que c'est comme une autre manière de la vivre que de se référer à des souvenirs du passé. Oui, ça peut être lié à des souvenirs de l'histoire de vie, mais on voit que là, on se projette vers l'avenir. Et souvent, ce type de nostalgie-là est souvent associé à des difficultés à vivre le moment présent davantage et des difficultés à reconnaître les affects vécus. Selon les études, c'est ce qui ressort de ce type de nostalgie-là. Mais elle existe également. Donc, l'aspect temporel peut aussi être lié au futur, comme elle peut lier au passé, surtout en majorité, là, parce que la nostalgie, souvent, en général, est davantage liée au passé qu'au futur, bien sûr. Mais donc, ce facteur temporel, est-il normalement un facteur positif ou négatif dans la rémémoration d'un souvenir? Oui, tout va dépendre, et ça, c'est un des éléments principaux. Donc, ça, c'est vraiment important, puisque la personne va se référer à un souvenir de son histoire de vie. Il y a souvent, la nostalgie va servir de ressources dans un moment pour s'adapter face à l'adversité ou bien lorsqu'il y a un changement lié à la situation sociale de la personne. Donc, c'est une ressource ou une réponse de l'organisme pour utiliser afin de favoriser le fil de continuité dans le temps pour la personne de son identité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si la personne a l'impression que le souvenir dont il est question, qu'elle va se remémorer, qui la rend nostalgique, elle a l'impression que ce souvenir-là fait partie de qui elle est en ce moment, qu'elle a appris de différentes choses, différents défis de vie ou des éléments qui ont été favorables pour son estime d'elle-même et qu'elle en a développé une impression de rédemption de ce souvenir-là. Quelque chose qui est devenu qui fait partie de qui elle est aujourd'hui, elle peut en être fière. Ça, c'est un des mots qui revient souvent, par exemple. Dans ces cas-là, lorsque la continuité de l'identité est intacte avec le souvenir, les émotions qui vont être vécues autour de la nostalgie vont être davantage agréables. Ça, c'est très important à souligner, parce que d'un souvenir à l'autre, ça peut varier. Donc, un exemple concret, une personne qui m'a déjà partagé après une conférence, qui est venue me confier des souvenirs de sa vie et qui me disait, par exemple, j'ai voyagé beaucoup dans mon histoire. J'ai été aux États-Unis, j'ai été en Europe, j'ai été voyager, j'ai appris l'anglais, j'ai appris ma géographie en voyageant. J'ai rencontré des personnes avec qui j'ai gardé contact de d'autres cultures, dans d'autres endroits. J'ai dormi chez telle personne qui m'a accueilli. On a eu des repas ensemble. Et aujourd'hui, cette personne-là vient me voir, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, et elle m'en parle avec les yeux lumineux, avec fierté, maintenant retraitée. 65 ans, je savais pas son âge exactement, là, mais il venait me voir. Et là, il me disait ça, c'est quelque chose qui me permet, lorsque j'ai des moments difficiles, de pouvoir vivre une impression de continuité dans le temps avec qui j'étais à cette époque-là et m'en servir dans le moment présent pour me motiver ou bien pour me donner de l'espoir, me donner de la vitalité, une impression de sens face à l'adversité. Donc, ce souvenir-là, vous voyez là qu'il y a une rédemption comme qui est associée à ce type de souvenir-là et la personne va vivre, lorsqu'elle me disait qu'elle vivait ça, c'était davantage de la joie, de la chaleur, du réconfort, puis des émotions liées comme celle-ci. Donc, ça, c'est le scénario davantage aidant pour le bien-être en général. Mais l'autre inverse qui peut arriver et qui est possible également, c'est la contamination. Donc, c'est l'inverse. Dans le sens où, si la personne a l'impression dans un souvenir qu'il y a eu une coupure et que quelque chose ne s'est pas complété par rapport
à la transmission de certains éléments qui ont influencé l'estime de soi ou bien ses valeurs jusqu'à aujourd'hui, ou bien qu'il y a un deuil incomplet associé à une perte liée à une souffrance quelconque, la personne va davantage avoir des souvenirs désagréables liés à, par exemple, des ruminations, des regrets, la culpabilité. Elle va être aigrie. Donc, il y a très peu d'éléments bénéfiques à un souvenir lorsqu'il est teinté de contamination. Et là, on va pouvoir dire, par exemple concret que je peux vous donner, une personne qui m'a déjà confié, par exemple, que sa maison avait brûlé, donc un incendie. Et elle n'a pas pu vivre ce processus-là de deuil de manière favorable. Et aujourd'hui, lorsqu'elle pense à sa maison qui a brûlé, c'est tout le temps quelque chose qui l'a fait, qui est bouleversant. Donc, c'est pas quelque chose qui l'aide vraiment là, comme ressource. Ou bien les personnes qui sont obligées de déménager en raison de violence ou de guerre ou des éléments qui les amènent à vivre des choses incomplètes ou des éléments qui vont vraiment devenir plutôt régressifs. C'est sûr que certaines personnes vont toujours quand même, malgré tout, mieux vivre avec ces tragédies-là quand même. Tout va dépendre du degré de soi, là. C'est sûr qu'il y a le soutien social qui peut venir faire une différence, mais il y a aussi la résilience. Donc, les personnes davantage résilientes peuvent utiliser la nostalgie davantage également dans des moments comme ça. Mais ça, c'est des exemples que je vous donne pour illustrer la distinction entre un souvenir qui pourrait être bénéfique et un souvenir qui va être davantage lié à des choses désagréables comme émotion. C'est le fil de continuité de l'identité, la trajection, comment est-ce que ça s'est fait, qui va vraiment influencer la manière de la vivre. Et encore une fois, ça va varier d'un souvenir à l'autre. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne est nostalgique d'un souvenir qui est plutôt pénible que tous ses souvenirs de nostalgie vont lui faire le même effet. Ça se peut qu'elle parle d'un souvenir nostalgique qui la rende triste davantage, mais qu'elle ait un autre souvenir quelque part qui peut quand même lui procurer quelque chose de bénéfique et qui donne du sens à sa vie également. Donc, ça varie d'un souvenir à l'autre également. C'est pour ça que c'est complexe, autant que la nostalgie est composée d'émotions agréables et désagréables en même temps, autant qu'elle va varier d'un souvenir à l'autre aussi. Donc, c'est tout ça à tenir compte, et bien plus. Donc, vous avez beaucoup développé cette idée d'un lien personnel de la nostalgie. Mais un pays peut-il être nostalgique? Je pense surtout à ces pays européens comme la France, ancrés à leurs traditions, sensibles au changement. Oui, c'est sûr que c'est la nostalgie peut être vécue sur tous les continents, toutes les cultures. C'est pareil partout sur la planète. Également, la nostalgie peut être, selon les cultures, selon les pays ou les endroits, peut être aussi vécue collectivement. C'est-à-dire que la nostalgie collective peut être un scénario possible. Mes recherches, je les ai faites davantage sur la nostalgie plus personnelle et historique, qu'on pourra développer tantôt quelles sont les différences. Mais la nostalgie collective peut être davantage associée à des aspects liés à des communautés ou des grands groupes ou des nations, où est-ce que, par exemple, on peut se référer à des anciennes époques ou des anciens régimes ou des anciennes manières de vivre d'une autre époque par rapport à la culture et l'évolution des sociétés. Par exemple, si on prend l'exemple du Canada, ou ça peut être en Europe aussi, je connais pas tous les endroits là et leur évolution, l'aspect sociologique, ce n'est pas mon domaine, mais toutefois, un exemple concret, ça peut être, par exemple, le multiculturalisme en comparaison à l'aspect plus conservateur qui peut parfois amener une personne à être davantage nostalgique pour l'époque où est-ce que la manière de vivre était différente par rapport à les valeurs, disons, ancestrales ou comparativement à toute l'intégration de toutes les nouvelles manières de
d'intégrer les différentes nationalités, multiculturalisme et tout ça. Donc, tout ça, c'est la nostalgie collective et ça peut être vécu dans n'importe quel pays selon l'évolution des cultures également. Toutefois, je vais me limiter à tout ce que je pourrais ajouter là-dessus, qui est davantage d'un ressort sociologique. Les sociologues pourraient davantage détailler par rapport à cet aspect-là. Mais donc justement, en parlant du multiculturalisme, dans quelle mesure la nostalgie peut-elle être la cause de divers sentiments comme le nationalisme et par extension l'indésir d'accueillir des immigrés chez soi, l'opposition à l'immigration ou plus récemment le projet de loi sur la laïcité du gouvernement de François Legault? Oui, ça, ce sont des questions vraiment liées à des questions politiques et sociologiques dont je vais limiter mes interventions publiques. Donc, je suis pas vraiment spécialisé sur des questions sociétales comme celle-ci. Toutefois, je peux quand même faire le lien que autant au niveau collectif qu'au niveau personnel, la nostalgie va servir de point de repère face à l'adversité lorsqu'il y a des périodes de transition quelconque, ou qu'il y a des changements, où est-ce que la personne peut se servir de ce point de repère-là comme étant quelque chose qui va influencer sa manière de percevoir soit l'adversité ou la menace ou le changement chez des personnes qui peuvent avoir besoin de sécurité. Parce que souvent, c'est l'effet que ça peut avoir. La nostalgie va avoir un aspect sécurisant face à l'adversité ou face à ça peut parfois même être, si on y va à grande échelle, lorsqu'il y a des drames, des catastrophes, des éléments différents qui peuvent toucher une collectivité. Il est connu que souvent les grands groupes ou bien les habitudes de consommation également vont changer et varier et ils vont avoir davantage de préférence pour du contenu nostalgique dans ces moments-là parce que ce qui est connu dans la littérature, c'est que l'effet de, par exemple, écouter des musiques nostalgiques, des films nostalgiques, des jeux rétro, ça, on me dit ça souvent. Les jeux rétro, ça revient souvent aussi. Tous ces éléments-là favorisent une impression de sécurité face à l'adversité et créent du réconfort ou de la chaleur, ou bien c'est comme ça va venir embellir la réalité. Donc, ça peut autant être à l'échelle collective que personnelle. C'est le même mécanisme lié à l'aspect identitaire qui peut amener une continuité de l'identité. Ce que je parlais tantôt, on peut l'appliquer aussi à grande échelle. En revenant au personnel, dans quelle mesure est-il possible d'apprendre la nostalgie, d'être inculqué un sentiment de nostalgie par l'éducation nationale? Comme ce qu'on fait en ce moment, de bien reconnaître la nostalgie comme elle est, de bien distinguer les différentes avenues, différentes définitions, différentes conditions qui vont nous amener à mieux la comprendre. Donc, la compréhension de qu'est-ce que c'est nous permet ensuite de mieux l'accueillir comme elle est et de pouvoir ensuite s'en servir comme étant quelque chose qui fait partie de la vie, de l'existence humaine, de l'expérience normale comme un aspect affectif. Donc, l'aspect en parler comme qu'on fait en ce moment, c'est un exemple par rapport à l'aspect éducation et tout ça, là, comme qu'on fait en ce moment, c'est une belle avenue. Mais un enfant peut-il apprendre ce sentiment de nostalgie d'un enseignant, par exemple, en salle de classe? Bon, c'est inné, c'est quelque chose d'humain qui est à tout le monde. Non, pas nécessairement. C'est sûr que la manière de la percevoir peut être influencée par les messages d'autrui ou bien par le langage médiatique ou la culture populaire ou la manière que la nostalgie peut être décrite dans le langage populaire. Donc, tout dépend, bien sûr, ça peut être influencé par la manière qu'on peut la présenter à quelqu'un. Donc, l'exemple d'autrui peut avoir une influence sur comment est-ce qu'on perçoit la nostalgie. Mais la nostalgie elle-même, qu'on soit, disons,
guider là-dedans ou pas, ou bien qu'on se fasse apprendre ou pas des éléments là-dessus, ne va pas changer vraiment d'éléments parce que c'est un sentiment humain à la base, comme toute émotion, là, c'est comme la colère, c'est comme la tristesse, c'est comme n'importe quelle émotion. Donc, qu'on soit sensibilisé là-dessus ou pas, par exemple, on va la vivre quand même à différents degrés. Mais, cependant, lorsque je disais que la manière de le vivre va influencer notre manière de le percevoir, c'est que la nostalgie, parfois, lorsqu'elle est verbalisée à quelqu'un, donc, par exemple, on prend un adulte vers un enfant. Parfois, elle peut créer un effet repoussant ou pas très prosocial dans certaines situations. Parfois, ça peut également favoriser les rassemblements. Mais dans certains cas, si par exemple, on sait que selon les études, lorsque les personnes vont avoir davantage un niveau de narcissisme important, elles vont davantage parler de leurs souvenirs en s'incluant elles-mêmes presque uniquement dans le souvenir. Donc, ils vont parler d'elles-mêmes, ils vont très peu considérer la participation des autres dans le souvenir en question, et elles vont mettre le focus sur leur réalisation dans le souvenir. Donc, c'est quelque chose qui va très peu inclure autrui dans le souvenir, et parfois ça peut avoir l'effet faire fuir les gens autour, comme on peut dire. Ça peut être repoussant ou peu prosocial. Alors que lorsqu'on parle d'un souvenir nostalgique avec davantage de considération pour d'autres personnes qui faisaient partie du souvenir, ou bien inclure d'autres personnes qui peuvent favoriser l'appartenance au souvenir, partager quelque chose et faire un lien avec le moment présent et inclure l'autre personne avec qui la personne parle dans le souvenir pour dire, faire un bilan, de voir qu'est-ce qu'ils ont appris ensemble de ce souvenir-là. Là, c'est quelque chose qui va favoriser l'impression de connexion avec les autres. Donc, c'est vraiment important l'influence, la manière d'en parler à quelqu'un ou la manière de décrire un souvenir nostalgique lorsqu'on parle avec une personne, l'effet que ça va avoir, c'est important. Donc, autant que l'expérience qu'un enfant peut avoir par rapport à un adulte, pour revenir à votre question, il y a tous ces éléments-là qui sont importants à tenir compte pour l'effet que ça peut avoir sur la perception que la personne va développer de la nostalgie dans sa vie. Mais parce que normalement, les émotions sont assez transmissibles. Si on regarde un enfant qui a un chien, si l'enfant est attristé et il y a le chien qui est joyeux, qui essaie de reconforter l'enfant, eh bien, l'enfant devient de plus en plus joyeux. Donc, est-ce que c'est possible de transmettre un souvenir? Si un parent raconte à l'enfant la première fois qu'elle a rencontré son autre, donc son mari par exemple, est-ce que l'enfant peut garder et chérir ce souvenir-là? Oui, c'est quand même possible. Oui. Tout va dépendre de la manière, comme vous avez mentionné avant, tout dépend de la perspective, la manière d'impliquer l'altruisme et la considération pour autrui dans le souvenir. Ça, c'est ce qui est connu habituellement dans les recherches sur ce sujet-là en général. Il y a peut-être d'autres éléments qui peuvent influencer l'effet, mais oui, c'est possible. C'est possible que ça peut avoir cet effet-là bénéfique. Et une des raisons les plus importantes qui peut amener cet effet bénéfique-là, c'est justement les termes employés, la position que la personne se place dans le souvenir, si elle va mettre le focus sur son rôle central uniquement et ses propres réalisations plutôt que d'aller sur quelque chose de davantage inclusif et altruiste dans le souvenir. Là, c'est pas du tout la même manière, c'est pas du tout le même impact que ça peut avoir sur une autre personne. Mais donc, nous pouvons être nostalgiques d'une expérience que nous n'avions jamais vécue, mais comment est-ce que ce sentiment de nostalgie est-elle similaire à l'autre sentiment, donc ce sentiment de nostalgie de notre propre passé? Oui, la nostalgie qu'on n'a jamais vécue peut être possible à différents niveaux. C'est-à-dire que
par exemple, la nostalgie, elle peut être vécue par rapport à un événement qui n'a pas été réellement associé à l'histoire de la vie de la personne. Donc, la nostalgie historique peut être, par exemple, pour une personne aujourd'hui, au 21e siècle, d'être nostalgique de, par exemple, l'époque du Moyen Âge, par exemple, ou bien d'être nostalgique d'une autre époque, les années 50, l'année de ses parents, ou une autre époque. Donc, c'est possible que même si la personne reçoit des souvenirs évoqués par quelqu'un et qu'elle les a pas vécus elle-même, ça se peut qu'elle vive quand même un type de nostalgie historique et ce sentiment-là, cette impression-là va être davantage liée à des termes comme j'ai l'impression que c'était mieux dans cette époque-là. Est-ce que je suis né à la bonne époque? J'ai l'impression de ne pas être à la bonne époque. Ou bien, et souvent, cette vision-là, plutôt embellie, la nostalgie va comme faire porter des lunettes roses. Et là, la personne va mettre l'emphase sur différents éléments qui semblaient idéalisés, tout semblait mieux, ça semblait moins compliqué à cette époque-là, plus proche de la nature, tout ça, plus de la mode était différente, c'était plus à mon goût. Oui, mais la personne met le focus là-dessus, mais elle oublie également que il y avait également d'autres problèmes à cette époque-là. On retourne à des centaines, des milliers d'années, il y avait différentes maladies qui n'étaient pas traitées de la même manière, qu'on n'avait pas de remède. C'était vraiment pas la même manière de fonctionner à aujourd'hui. Et souvent, la nostalgie, c'est une de ses limites, c'est que qu'elle soit vraiment personnelle ou qu'elle soit racontée par quelqu'un d'autre et que ça nous rend nostalgique, peu importe, c'est qu'elle va souvent venir amener une déformation ou bien ne sera pas elle n'a pas la fonction d'être fidèle au souvenir. Ce n'est pas sa fonction. Elle va davantage servir à générer des affects, des émotions plutôt agréables ou désagréables selon un souvenir, mais sa fonction ne sera pas nécessairement d'amener une vision juste de la réalité. Ça, c'est une de ses limites importantes. En parlant de limites, y a-t-il une limite dans cette distance temporelle entre ce temps vécu et désiré et le moment présent, ou est-ce possible d'être nostalgique des temps de la grandeur romaine, athénienne ou préhistorique? Tout est possible. Tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut être nostalgique de différents, de toutes les époques, tous les types de nostalgie sont possibles également. Ça peut être autant historique, personnel, organisationnel, différents types de nostalgie, comme vous voulez me nommer, là, tout ça est possible, là. Et donc ça c'est pour la nostalgie historique et maintenant pour la nostalgie anticipatoire. Oui. Si nous essayons d'imaginer notre moment après la mort, est-ce que après ce moment-là, est-ce quand même une nostalgie? Oui, souvent souvent ce mécanisme-là, il y a beaucoup d'études là-dessus. Sur la nostalgie, c'est un des thèmes qui a été le plus étudié aux États-Unis, par exemple. La nostalgie va souvent être une réponse face à l'angoisse existentielle. C'est-à-dire que c'est fréquent que la personne qui avance en âge, et même si elle peut être face à une mort, même si elle est plus jeune aussi, là, c'est possible de penser à la mort, même si on est enfant, adolescent, adulte, peu importe. Ça peut être à tous âges. Souvent, la nostalgie va être une réaction qui va permettre d'atténuer l'angoisse existentielle face à la peur de la mort, par exemple. Parce que lorsqu'il y a un scénario de rédemption, comme je vous ai parlé tantôt, le scénario de rédemption qui est bénéfique, qui est davantage accompagné d'émotions agréables, va servir à favoriser le sens à la vie dans un moment où est-ce qu'on fait face à cette angoisse existentielle-là. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui est vraiment documenté dans la littérature à ce sujet-là. C'est quelque chose d'important quand même. Oui.
Et la religion, est-ce que la nostalgie anticipatoire est un facteur peut-être dans le choix de la religion? Ça, j'ai pas lu d'études sur le choix de la religion. Je ne connais pas nécessairement cet aspect-là lié à l'aspect religieux. Je ne pourrais pas dire. Toutefois, c'est connu que l'aspect religieux peut souvent être lié à un sentiment d'appartenance pour certaines personnes et également au sens à la vie. Donc, ce sont des différentes croyances religieuses peuvent favoriser l'impression de sens à la vie et l'appartenance également, soit pour les croyances religieuses, mais également pour les lieux physiques. Il y a aussi ça qui est possible, c'est-à-dire que autant les pratiques que tout ce qui est lié à l'environnement physique, si on prend le christianisme ou si on prend l'Église. L'Église, c'est fréquent. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé dans des récits nostalgiques. J'ai souvent entendu ça. Des personnes qui, lorsqu'ils vivent des moments d'anxiété face à la mort, par exemple, peuvent être davantage portés à aller dans un lieu, par exemple à l'église, et la nostalgie peut en faire partie à certains moments également. C'est déjà des choses que j'ai déjà entendues. Et en raison de son aspect appartenance et du sens à la vie que ça peut favoriser, donc ça va aider l'identité de la personne dans un moment où est-ce qu'elle fait face à l'inconnu ou à l'angoisse ou à la menace. Donc, toutefois, pour tous les aspects religieux plus en profondeur, ça aurait plus du registre des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, je vais quand même limiter ce que je peux vous répondre à cette question-là. Venons justement à votre spécialité. Donc, votre étude porte sur la corrélation entre la nostalgie et le bien-être psychologique chez les personnes âgées. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Y a-t-il un événement personnel particulièrement marquant qui vous a mené à vous concentrer sur les aînés? Pas nécessairement d'événements personnels, mais j'ai beaucoup été témoin dans ma vie, peut-être vous également, peut-être d'autres personnes, été témoin de rassemblements, d'événements, de fêtes ou de tout rassemblement possible où est-ce que les personnes se regroupent et ont des contacts et se rappellent des souvenirs et que tout le monde semble emballé par le souvenir, et là, il y a des éclats de rire, ils se rappellent de telle anecdote, tel souvenir, et là, il y a comme des rapprochements entre les gens. J'ai été souvent témoin d'éléments comme ça, autant publiquement que dans des... même j'ai déjà vu, par exemple, des exemples concrets que ça peut être un conventum d'anciens travailleurs ou d'anciens étudiants ou des hommages à la carrière de certaines personnes. Des rétrospectives sur des histoires de vie. Donc, être témoin de différents éléments de vie comme ça, des rassemblements. J'ai remarqué qu'il y avait des dynamiques particulières de groupes qui s'installaient. Ça a vraiment piqué ma curiosité d'apprendre à en connaître davantage sur ce sujet-là. Et j'ai vu que en faisant la lecture à ce sujet-là, que j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'études québécoises ou en langue française au Canada, bien sûr, qui abordaient ce sujet-là. Il y en a en France, il y en a plus en Europe, mais c'est beaucoup anglophone aux États-Unis, beaucoup de recherches aux États-Unis. Donc là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire ici, là, un francophone au Canada. Et en plus, très peu de recherches chez les personnes de 65 ans et plus, 60 ans et plus, parce que moi, mon étude était, dans le temps où je l'ai fait, chez les 60 ans et plus. Donc, c'était un facteur de tout ça qui amenait une originalité à faire le sujet d'une certaine manière. Pourquoi croyez-vous qu'il n'y avait pas tant d'études qui ont été faites sur cette tranche d'âge? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toutefois, le bien-être psychologique, lui, chez les personnes âgées au Québec, il y a plusieurs recherches qui se faisaient là-dessus et qui se font encore, là, dont justement
où j'ai été étudiant à Trois-Rivières, à l'UQTR. Il y a des personnes qui travaillent sur ce thème-là. Mais la nostalgie, très peu, et je pourrais pas vous dire pourquoi. Je sais pas, j'ai été très étonné. J'ai fait des recherches, là, j'ai lu des centaines d'articles anglais, français, j'en ai lu de partout, qui venaient de l'Asie, bien sûr en anglais, là, de partout, mais presque jamais au Québec. Quelques-unes, j'ai su qu'il y avait certaines études qui sont faites, par exemple, liées à l'aspect marketing, l'aspect commercial de la nostalgie. J'ai su qu'il y a certains chercheurs qui travaillent là-dessus, mais j'ai pas eu accès j'ai pas trouvé leur recherche. Mais je sais qu'il y a certains chercheurs quand même qui sont intéressés à l'aspect marketing ou les communications et tout ça, l'aspect nostalgie là, lié à ça, là. Comment pouvons-nous mesurer le bien-être psychologique d'une personne? Oh, ça c'est de différents éléments. Moi, personnellement, j'avais utilisé une grille avec différentes... et là, je vais pas perdre dans les détails, là. C'est vraiment que ça devienne trop lourd comme description, là. Mais ce que j'avais utilisé dans l'étude où est-ce que je faisais la corrélation en nostalgie et bien-être, c'était une grille avec différentes catégories liées au bien-être psychologique selon une classification qui était vraiment là reconnue et traduite en langue française, qui avait différentes catégories comme le sens à la vie, justement, la compétence, le sentiment de compétence, la croissance personnelle, tous ces éléments-là qui font partie du bien-être psychologique et qui peut se mesurer d'une certaine manière là, avec l'instrument que j'avais utilisé là, à ce moment-là dans les rencontres en personne avec les participants que j'avais rencontrés à ce moment-là qui m'avaient partagé des récits nostalgiques. Donc, j'avais utilisé cette approche-là qui était mesurable là, objectivement pour le bien-être psychologique. Puis, l'aspect nostalgie, lui, avait été étudié davantage, autant avec un questionnaire qui peut se calculer avec différents objets écrits. Là, tous les objets nostalgiques étaient répertoriés. Il y en avait une vingtaine. Les jouets, les relations, les personnes, les lieux, des objets matériels, des paysages, des animaux. Tout était dedans. Donc, on pouvait mesurer le niveau de nostalgie. Et en même temps, j'ajoute, ça avait une partie qualitative qui était ajoutée dans le sens où est-ce que je permettais à la personne de pouvoir élaborer verbalement sur un souvenir nostalgique qui était le plus important pour la personne. Ensuite, elle pouvait un peu décrire l'effet que ça lui faisait vivre d'en parler, quelle émotion que ça la rendait, l'état que ça lui faisait vivre. Et dans la manière de raconter, on en arrivait à voir ensuite, est-ce que la personne a l'impression qu'il y a une impression de continuité de l'identité dans son souvenir. Donc, c'était les trois aspects liés au récit de la personne qui nous permettaient de voir est-ce que, justement, chaque souvenir peut être davantage bénéfique pour le bien-être ou nuisible pour le bien-être selon ces questions-là que j'avais posées. Mais là, pour aller plus en profondeur, on va se perdre là, il y a tellement de détails, ça deviendrait beaucoup trop lourd comme fonctionnement à décrire. Là. Donc vous avez parlé un peu d'inclure des objets et des récits narratifs pour mesurer justement ce sentiment de nostalgie. Y avait-il quelque chose qui justement faisait ressentir ce sentiment de nostalgie plus que d'autres? Par exemple, est-ce que l'objet était plus effectif comparé au récit narratif ou est-ce que c'était l'inverse? Ce qui est sorti le plus souvent dans les récits et qui semblait le plus, et c'est vraiment ce qui ressort aussi dans la plupart des études en général sur la nostalgie, ce qui rend le plus nostalgique dans les récits, autant que c'était le cas dans le questionnaire qui était quantitatif, autant la partie qualitative que quantitative, les relations sont les thèmes les plus souvent associés aux souvenirs nostalgiques et c'est ce qui semble
rendre les gens davantage nostalgiques en général lorsqu'on parle de cet état-là. Et en deuxième, il y a souvent des souvenirs d'activités ou d'événements, mais qui incluent des personnes également dans le souvenir. Donc, vous voyez que l'aspect social est très important dans la nostalgie. Et ça, c'est une de ses caractéristiques prioritaires, c'est que la nostalgie sert, oui, à favoriser la continuité de l'identité lorsque c'est possible, mais elle va aussi être liée à des aspects sociaux de manière très importante parce que dans la majorité des cas, et comme ça a été le cas dans mes recherches, le plus souvent, il y a des personnes qui sont associées dans le souvenir. Et de là, l'impact que ça peut avoir sur, par exemple, comme ressource dans des moments qui demandent une adaptation. Une adaptation face à un déménagement, une perte d'emploi, un deuil, une difficulté particulière. La personne qui peut utiliser un souvenir bénéfique de rédemption dans ce moment-là, ça peut favoriser, en raison de son contenu social, favoriser une impression de soutien social dans le moment présent. Donc, ça peut aussi être le cas dans un moment de solitude. Ça, c'est très documenté. Il y a beaucoup de recherches là-dessus aussi. Donc, les personnes qui vivent un moment de solitude, d'isolement ou d'ennui vont, dans le moment présent, prendre un moment de souvenirs qui vont leur venir en tête, à l'esprit, qui vont être nostalgiques, et que ça implique d'autres personnes, et que ce moment-là, elle va l'utiliser dans le moment présent pour avoir l'impression que elle va revivre les mêmes émotions, le même état qu'elle avait dans le moment où est-ce qu'elle l'avait vécu. On va prendre un exemple concret. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que un souvenir qui rassemble des gens, ça peut être plein de choses. Ça peut être un rassemblement, un anniversaire. Ça peut être un ancien groupe de travail, un ancien groupe d'étudiants. Ça peut être différents éléments liés à des parties sportives partagées avec une équipe ou un jeu ou une œuvre artistique particulière ou différents éléments qui ont été partagés avec d'autres personnes à cette époque-là qui comblaient un besoin social à ce moment-là. Et là, dans le présent, dans un moment où est-ce que la personne a une impression d'isolement, elle peut l'utiliser pour faire face à l'isolement et générer des émotions agréables comme elle l'avait vécu dans le moment où est-ce qu'elle avait ce besoin-là social comblé. Donc, ça, c'est un exemple vraiment typique du bienfait de la nostalgie et qui peut vraiment appuyer concrètement à quoi ça ressemble, à quoi ça sert cet aspect-là social de la nostalgie que je vous ai dit avant. Donc, c'est souvent le thème qui ressort le plus. Dans les récits des gens qui vont verbaliser, ce sont les relations, mais qui peut aussi être additionné ou ajouté à d'autres éléments dans le souvenir. Ça peut être des lieux, ça peut être des paysages, des événements, d'autres objets, en ayant l'aspect social toujours en toile de fond qui est prioritaire. Donc, pourrait-on dire que les relations sont la réponse? Dans quel sens? Dans votre recherche de la corrélation entre la nostalgie et le bien-être psychologique, est-ce que donc les relations fait que le bien-être psychologique est mieux chez certaine personne? Tout dépend. Pour l'aspect social, oui. Vous voulez dire pour l'aspect social, tout va dépendre parce que certaines personnes vont davantage utiliser cette stratégie-là qui va devenir bénéfique, le repère social que je vous ai dit juste avant. Tout va dépendre si la personne de naissance est une personne qui est plutôt en retrait ou dans un mode évitant socialement. Il y a certaines personnes qui, de naissance, vont être davantage en retrait ou ne seront pas portées
vers l'aspect relationnel comme mode de protection, mécanisme de coping, comme on dit. Donc, pour que ça soit bénéfique pour l'aspect de bien-être psychologique, l'aspect social, il est nécessaire que la personne ait déjà ce mode de fonctionnement-là de naissance ou qu'elle ait déjà un intérêt à aller vers autrui comme mécanisme d'adaptation de nature d'une certaine manière. Sinon, ça va être vraiment limité dans ses aspects bénéfiques, même que ça peut créer l'effet inverse et être repoussant pour la personne si elle n'a pas cet aspect-là plutôt lié à sa personnalité d'une certaine manière. Monsieur Kevin Gaudreau, merci. Un grand plaisir, un grand privilège, Anne Lunto. Merci. J'ai entendu également, j'ai lu dans la presse que il y avait à l'Université francophone de Toronto, à partir de l'automne, je crois, ou bien l'hiver 2020 qui vient, il va y avoir des cours universitaires en langue française. J'en suis très fier. Je suis très content d'avoir lu la nouvelle à Toronto là, prochainement. Donc, il y a de quoi être fier pour notre belle langue francophone. Langue française. Oui, merci beaucoup. C'était Monsieur Kevin Gaudreau, docteur en psychologie de l'Université de Québec à Trois-Rivières.